Installez-vous confortablement, là où vous vous trouvez en ce moment, et permettez à votre corps de reconnaître cette surface qui vous accueille. Sentez le poids de votre tête qui s'abandonne doucement contre l'oreiller, cette masse qui se fait plus lourde à chaque respiration, comme si la gravité elle-même vous invitait à vous enfoncer un peu plus profondément dans ce nid de douceur. Vos épaules, ces gardiennes de tant de tensions accumulées, peuvent enfin relâcher leur vigilance, glisser vers le matelas dans un mouvement imperceptible, mais infiniment libérateur. Portez maintenant votre attention sur votre respiration, sans chercher à la modifier, simplement en l'observant comme on regarderait les vagues venir mourir sur une plage tranquille. L'air entre par vos narines, frais et vivifiant, parcourt les corridors secrets de votre corps et ressort un peu plus chaud, un peu plus lent, emportant avec lui les dernières préoccupations de cette journée qui s'achève. Chaque expiration est une permission que vous vous donnez, celle de laisser partir ce qui n'a plus besoin d'être retenu. Vos mains reposent maintenant paisiblement, peut-être le long de votre corps, peut-être sur votre ventre qui se soulève et s'abaisse au rythme de votre souffle. Les doigts se détendent à un, les paumes s'ouvrent comme des fleurs nocturnes, et même les petits muscles entre les os cessent leur veille minutieuse. Cette chaleur douce qui naît au creux de vos paumes se diffuse lentement, remonte le long de vos avant-bras, traverse vos coudes, et vient réchauffer vos épaules déjà si détendues. Vos jambes aussi méritent ce repos profond. Sentez vos cuisses qui s'alourdissent, vos mollets qui s'enfoncent, vos chevilles qui deviennent souples et mobiles dans l'espace de leur articulation. Vos pieds, ces infatigables compagnons qui vous portent tout au long du jour, peuvent enfin se reposer complètement, les orteils légèrement écartés, la plante qui s'étale sans contrainte. Une vague de relaxation descend depuis le sommet de votre crâne, traverse votre colonne vertébrale, comme une rivière de miel tiède, et vient irriguer chaque cellule de vos jambes jusqu'à la pointe de vos orteils. Votre visage, ce miroir de vos émotions, peut maintenant retrouver la neutralité sereine d'un lac de montagne, par une journée sans vent. Votre front se lisse, les petites rides d'expression se détendent, vos sourcils s'écartent légèrement l'un de l'autre. Vos paupières sont closes, lourdes et douces comme des pétales de velours, et derrière elles, vos yeux roulent doucement vers le bas, trouvant leur position naturelle de repos. Votre mâchoire se desserre, vos dents ne se touchent plus, et votre langue repose mollement au fond de votre bouche, abandonnée et paisible. Ce soir, nous allons entreprendre ensemble un voyage à travers le temps et l'espace, un périple contemplatif qui nous mènera sur les traces d'une des plus anciennes boissons de l'humanité. Nous marcherons dans les forêts sauvages où les premiers théiers ont poussé. Nous traverserons des océans sur des navires chargés de caisses précieuses. Nous nous asseoirons dans des salons feutrés et des monastères silencieux. Mais ce voyage ne sera pas fait de hâte ni d'agitation. Chaque étape sera une invitation à ralentir encore davantage, à savourer les détails infiniment petits, à vous laisser bercer par la cadence hypnotique des mots. Laissez votre esprit se détacher des préoccupations du quotidien, comme une feuille se détache de sa branche à l'automne, portée par une brise légère vers des contrées inconnues et merveilleuses. Vous n'avez rien à faire, rien à accomplir, nulle part où aller. Simplement écouter, simplement être présent à ces images qui vont défiler derrière vos paupières closes, simplement vous laisser porter par le flot tranquille de cette histoire. Dans les montagnes brumeuses du Yunnan, là où les nuages s'accrochent au sommet comme des lambeaux de soie déchirés, là où la terre rouge et fertile exhale une odeur d'humus et de vie ancienne, poussent depuis des millénaires des arbres aux feuilles d'un vert profond et lustré, ces tillers sauvages, certains hauts de plusieurs dizaines de mètres, leurs troncs nouneux et tordus par les siècles, leurs branches qui s'étendent comme des bras accueillants vers le ciel voilé, sont les ancêtres de tout l'été que l'humanité a jamais connu. Le vent qui souffle à travers leur feuillage produit un murmure constant, une mélodie végétale qui n'a jamais cessé depuis l'aube des temps et qui berce le silence majestueux de ces forêts primordiales. Imaginez-vous marchant sur un sentier étroit qui serpente entre ces géants végétaux, vos pieds s'enfonçant légèrement dans un tapis de feuilles mortes accumulées au fil des saisons, chaque pas libérant des effluves terreux et humides qui montent jusqu'à vos narines. L'air ici est dense, chargé d'une humidité qui se dépose sur votre peau comme une caresse fraîche, et la lumière du soleil, filtrée par l'épaisse canopée, tombe en rayons obliques ou dansant des milliers de particules de poussière dorée. Le silence n'est pas vraiment le silence, mais plutôt une symphonie de sons discrets,
le craquement occasionnel d'une branche, le chant lointain d'un oiseau invisible, le ruissellement d'une source cachée quelque part dans les profondeurs de la forêt. C'est dans ces forêts, selon les légendes murmurées de génération en génération, qu'un empereur mythique découvrit les propriétés extraordinaires de cette plante. On raconte qu'il se reposait à l'ombre d'un de ces arbres majestueux, faisant bouillir de l'eau dans un chaudron de bronze patiné par l'usage, quand quelques feuilles se détachèrent d'une branche basse et vinrent voltiger dans l'eau frémissante. L'empereur, plutôt que de jeter cette eau soudainement teintée d'une couleur ambrée délicate, la porta à ses lèvres avec curiosité, et découvrit une saveur à la fois végétale et subtile, légèrement amère, mais étrangement rafraîchissante, qui semblait éveiller son esprit et apaiser son corps simultanément. Les premiers cueilleurs de thé étaient probablement des nomades, des chasseurs-cueilleurs qui reconnaissaient dans ces feuilles persistantes une source de vitalité et de réconfort. Ils grimpaient dans les branches hautes, avec l'agilité des singes, leurs mains expertes, sélectionnant les jeunes pousses les plus tendres. Ces bourgeons encore enveloppés d'un duvet argenté qui brillait dans la lumière matinale, comme des perles de rosée. Ils apprirent, au fil de générations d'observations patientes, que les feuilles cueillies au printemps possédaient une douceur incomparable, que celles de l'été étaient plus robustes et corsées, que celles d'automne révélaient des notes plus profondes et complexes. Le processus de transformation de ces feuilles vertes en une substance propre à la consommation fut découvert progressivement, par essai et erreur, par accident heureux et observation minutieuse. Les feuilles fraîchement cueillies étaient d'abord étalées sur de larges plateaux de bambou tressés, exposés au soleil déclinant ou à l'ombre fraîche, selon la saison, et on les laissait se faner lentement, perdre leur rigidité initiale, devenir souples et malléables entre les doigts. Cette première étape, que l'on appelle le flétrissage, permettait aux feuilles de commencer leur métamorphose chimique subtile, leurs enzymes internes s'activant pour créer de nouveaux composés aromatiques. Ensuite venait le moment délicat de la fixation, cette intervention humaine, cruciale qui arrêtait l'oxydation, au moment précis où le maître du thé le décidait. Dans de grands woks de fer chauffés au feu de bois, les feuilles étaient jetées par poignées, et des mains expertes les remuaient sans cesse, les faisaient voler et retomber, dansant au-dessus des flammes, dans un ballet hypnotique. Le crépitement caractéristique des feuilles qui libéraient leur humidité, l'odeur grillée et végétale qui envahissait l'atelier, la vapeur qui montait en volutes épaisses vers les poutres noircies du plafond. Tout cela créait une atmosphère presque sacrée, un rituel quotidien qui reliait l'artisan à une lignée ancestrale de producteurs de thé. Les villages qui se spécialisèrent dans la culture et la transformation du thé développèrent au fil des siècles une expertise transmise de père en fils, de mère en fille, un savoir-faire qui devenait partie intégrante de l'identité familiale. Chaque famille avait ses secrets, ses techniques particulières, ses arbres préférés dont elle connaissait chaque branche, chaque bourgeon. On parlait aux arbres comme on parle à des êtres vivants doués de sensibilité. On leur demandait pardon avant de cueillir leurs feuilles. On les remerciait pour leur générosité inépuisable. Dans les cours intérieures des maisons de thé traditionnelles, on pouvait voir des femmes assises en cercle, leurs doigts agiles roulant les feuilles, une à une, avec une précision née de milliers d'heures de pratique. Ce roulage, effectué tantôt à la main, tantôt à l'aide de machines primitives en bois, donnait aux feuilles leur forme finale, comprimait leurs cellules pour en libérer les jus essentiels, créait ces formes reconnaissables entre toutes, les petites perles serrées, les longues torsades élégantes, les aiguilles fines comme des épingles. Chaque mouvement était mesuré, chaque geste empreint d'une grâce naturelle acquise au fil des années, et le son que produisaient ces dizaines de mains, travaillant en harmonie, créait une musique douce et répétitive, presque méditative. Le séchage final transformait ces feuilles encore humides et souples en matière stable, conservable, transportable, dans de grandes pièces ventilées naturellement. Sur des claies de bambou empilées les unes au-dessus des autres, les feuilles finissaient leur transformation, perdaient progressivement leur humidité résiduelle, prenaient cette texture craquante et friable qui les rendait prêtes pour l'infusion. L'odeur qui régnait dans ces séquoirs était incomparable, mélange de notes végétales fraîches, de parfums floraux délicats, de touches minérales et terreuses qui variaient selon le type de thé en cours de préparation. Certains thés subissaient une étape supplémentaire, celle de la fermentation contrôlée,
où les feuilles étaient empilées dans des conditions spécifiques d'humidité et de température, permettant à des micro-organismes bénéfiques de coloniser leur surface et de créer des saveurs d'une complexité extraordinaire. Ces thés sombres, que l'on appelle thés post-fermentés, développaient au fil des mois et des années des arômes de terre humide, de champignons sauvages, de bois précieux vieillis, de cuir patiné. Ils étaient compressés en galettes dures comme de la pierre, en briques compactes marquées de caractères chinois, en nids d'oiseaux délicats, et pouvaient se conserver des décennies, s'améliorant avec l'âge comme les grands vins. Traversons maintenant les siècles et les frontières pour nous retrouver sur l'île du Japon, cette terre volcanique où la culture du thé prit une dimension spirituelle et philosophique unique au monde. Dans les monastères zen nichés au flanc des montagnes embrumées, les moines découvrirent dans la préparation et la dégustation du thé un véhicule parfait pour la méditation et l'éveil de la conscience. Le thé devint bien plus qu'une simple boisson. Il se transforma en une voie, un chemin vers la compréhension profonde de la nature de la réalité et de soi-même. La cérémonie du thé japonaise, que l'on appelle chanoyu ou sado, est un art total où chaque geste possède une signification précise, où chaque objet a été choisi pour son harmonie avec les autres, où le temps lui-même semble se dilater et se transformer en quelque chose de plus dense, de plus significatif. Imaginez-vous pénétrant dans une maison de thé traditionnelle, un petit édifice de bois sombre et de papier translucide, entouré d'un jardin minutieusement entretenu, où chaque pierre, chaque mousse, chaque arbre nain a été placé avec une intention esthétique et spirituelle. Vous devez vous courber profondément pour franchir l'entrée basse, ce qui vous force à adopter une posture d'humilité avant même d'entrer dans l'espace sacré de la cérémonie. Cette porte délibérément petite, que l'on appelle Nijiriguchi, égalise tous les visiteurs, qu'ils soient seigneurs ou paysans, car tous doivent s'incliner de la même manière, abandonner leur statut social à l'extérieur, entrer dans ce lieu hors du temps comme de simples êtres humains en quête de paix et de beauté. L'intérieur de la maison de thé est d'une simplicité déconcertante pour qui n'en comprend pas la philosophie profonde. Un espace minuscule, à peine 4 tatamis et demi de surface, des murs nus d'un blanc de chaux immaculé, une alcôve appelée tokonoma, où est suspendu un rouleau de calligraphie et disposé un rangement floral d'une élégance extrême dans son dépouillement. La lumière entre par des fenêtres de papier huilé, une lumière tamisée, douce, qui ne projette pas d'ombre dure mais crée plutôt une atmosphère de pénombre apaisante, propice au recueillement. Le maître de thé, vêtu d'un kimono sobre, mais d'une qualité exquise, se déplace avec une lenteur délibérée qui transforme chaque mouvement en une forme de danse méditative. Il prépare d'abord le feu dans le foyer, encastré dans le sol, disposant les morceaux de charbon de bois avec un soin infini, utilisant des pinces spéciales pour créer une pyramide parfaite qui brûlera de manière optimale. Le son du charbon qui craque doucement, l'odeur légère de la fumée qui s'élève en volutes paresseuses, tout contribue à créer une ambiance de sérénité absolue. L'eau est portée à ébullition dans une bouilloire en fer, une pièce souvent ancienne et patinée par des décennies d'usage, dont la forme simple cache une beauté née de la fonction et de l'usure. Le son de l'eau qui commence à frémir dans la bouilloire est comparé au chant du vent dans les pins, un murmure croissant qui annonce le moment optimal pour l'infusion. Les maîtres de thé développent au fil des années une oreille si fine qu'ils peuvent déterminer la température exacte de l'eau rien qu'en écoutant ce chant métallique et aquatique. Le thé utilisé dans la cérémonie traditionnelle est du matcha, une poudre d'un vert éclatant obtenue en broyant des feuilles de thé cultivées à l'ombre pendant plusieurs semaines avant la récolte. Cette culture à l'ombre force les théiers à produire plus de chlorophylle, donnant aux feuilles cette couleur intense et cette saveur umami si caractéristique. Les feuilles sont ensuite étuvées pour stopper l'oxydation, séchées avec soin, débarrassées de leurs nervures et de leurs tiges, puis broyées entre des meules de granit qui tournent avec une lenteur extrême pour éviter toute surchauffe qui altérerait les arômes délicats. Le maître verse quelques cuillerées de cette poudre précieuse dans un bol à thé, un objet qui peut être simple ou d'une grande valeur artistique, souvent une céramique rugueuse faite à la main où les irrégularités sont célébrées comme des marques de l'intervention humaine et du hasard contrôlé de la cuisson. Il ajoute une louche d'eau chaude, puis saisit le fouet en bambou,
Cet ustensile aux fines tiges taillées, qui ressemble à un petit balai délicat. D'un mouvement du poignet rapide, mais contrôlé, il bat le mélange jusqu'à ce qu'une mousse épaisse et crémeuse se forme à la surface, transformant le liquide en une émulsion d'un vert lumineux. Le bol est ensuite tourné 2 fois dans le sens des aiguilles d'une montre avant d'être présenté à l'invité principal, qui le reçoit avec une révérence respectueuse, le place devant lui sur le tatami, s'incline à nouveau, puis le soulève avec ses 2 mains. Avant de boire, il tourne le bol pour éviter de boire du côté considéré comme le devant, ce qui serait un manque de respect envers la beauté de l'objet. Il porte alors le bol à ses lèvres et prend une première gorgée, savourant la texture onctueuse du thé, sa saveur à la fois végétale et marine, légèrement astringente mais enveloppante, qui emplit toute la bouche et laisse une persistance aromatique longue et évolutive. Le silence qui règne pendant la cérémonie n'est pas un silence vide, mais plutôt un silence plein, chargé de présence et d'attention. On entend le frémissement de l'eau, le froissement léger des kimonos quand les participants changent de position, le contact du bol contre le tatami quand il est reposé. Chaque son devient significatif, chaque sensation est amplifiée par la concentration totale de l'esprit sur l'instant présent. Dans les temples zen, où cette pratique est enseignée, les moines apprennent que la préparation du thé est une forme de zazen, de méditation assise, effectuée debout ou à genoux, mais avec la même exigence de présence totale. Ils passent des années à perfectionner des gestes qui peuvent sembler simples, à comprendre la profondeur cachée derrière chaque mouvement, à incarner les 4 principes fondamentaux de la voie du thé: harmonie, respect, pureté et tranquillité. Les jardins qui entourent les maisons de thé sont eux-mêmes des œuvres d'art conçues pour préparer l'esprit du visiteur à la cérémonie. Un chemin de pierre irrégulière serpente à travers un paysage miniaturisé où l'on trouve des lanternes de pierre moussue, des bassins d'eau claire où flottent quelques feuilles tombées, des bambous qui se balancent doucement dans la brise. Chaque élément a été placé pour créer une succession de vues pittoresques, pour inviter à ralentir le pas, à observer, à se détacher progressivement de l'agitation du monde extérieur. Les navires qui quittaient les ports du sud de la Chine au XVIIe siècle, leurs cales remplies de caisses de thé soigneusement emballées, leurs voiles gonflées par les vents de mousson, inauguraient une nouvelle ère dans l'histoire de cette boisson millénaire. Le thé allait conquérir l'Europe, transformer les habitudes sociales de continents entiers, devenir un enjeu économique et politique majeur, déclencher même des guerres et des révolutions. Mais avant tout cela, il y avait ces longs mois de navigation, ces traversées périlleuses où les cargaisons précieuses devaient être protégées de l'humidité salée, des rats voraces, des tempêtes qui menaçaient de tout engloutir. Les clippers, ces navires élégants et rapides spécialement conçus pour le transport du thé, représentaient le summum de l'architecture navale de leur époque. Leurs coques effilées fendaient les vagues avec une grâce surprenante pour des bâtiments de cette taille. Leur voilure immense captait le moindre souffle de vent, et leurs équipages étaient choisis parmi les marins les plus expérimentés et les plus audacieux. La course annuelle pour ramener la première cargaison de thé frais de la nouvelle récolte était suivie avec passion par tout le monde maritime. Des paris considérables étaient engagés, et les capitaines qui arrivaient premiers à Londres devenaient de véritables héros populaires. Imaginez l'arrivée de ces navires dans le port de Londres. Après des mois passés en mer, leurs mâts se détachant progressivement de la brume matinale de la Tamise, leurs coques salies par le voyage mais fières et droites. Les quais s'animaient immédiatement, les dockers se pressaient, les marchands attendaient avec impatience de pouvoir enfin sentir et goûter cette marchandise qui allait faire leur fortune ou leur ruine selon sa qualité. Les caisses de thé étaient déchargées avec 1000 précautions, transportées dans des entrepôts gigantesques où régnait une odeur complexe et entêtante, mélange de centaines de variétés différentes, de provenances diverses, de qualités variées. Le thé qui arrivait ainsi en Europe était principalement du thé noir, ou plutôt ce que les Chinois appellent thé rouge, car il avait subi une oxydation complète qui le rendait plus stable durant les longs voyages maritimes. Les thés verts, plus délicats, plus susceptibles de perdre leurs qualités aromatiques, restaient principalement consommés en Asie, même si quelques cargaisons parvenaient occasionnellement jusqu'aux salons européens, vendus à des prix exorbitants aux connaisseurs les plus fortunés. En Angleterre, le thé devint rapidement bien plus qu'une simple boisson exotique. Il se transforma
en une institution nationale, un rituel quotidien qui structurait la journée, un marqueur social qui distinguait les classes et les générations, l'afternoon tea, cette collation prise au milieu de l'après-midi, devint un moment sacré dans les maisons bourgeoises et aristocratiques, une occasion de sociabilité raffinée, où l'on discutait des nouvelles du jour, où l'on arrangeait des mariages, où l'on tissait des alliances et des amitiés. Les salons de thé qui s'ouvrirent dans toutes les grandes villes britanniques étaient des havres de civilisation et de confort, des espaces féminins par excellence à une époque où les femmes avaient peu d'endroits publics où elles pouvaient se réunir sans chaperon. Les murs lin brisés, les nappes de lin blanc immaculé, la porcelaine fine décorée de motifs floraux délicats, l'argenterie qui brillait sous la lumière des chandeliers, les pyramides de sandwich aux concombres et de scones beurrés, tout était conçu pour créer une atmosphère d'élégance discrète et de raffinement absolu. La préparation du thé à l'anglaise devenait elle-même un art codifié avec autant de rigueur que la cérémonie japonaise, mais dans un esprit très différent. Il fallait d'abord ébouillanter la théière pour la réchauffer, y verser ensuite les feuilles de thé à raison d'une cuillerée par personne, plus une pour la théière, verser l'eau frémissante, mais non bouillante, laisser infuser exactement le temps requis selon le type de thé, puis servir en filtrant soigneusement pour éviter que les feuilles ne continuent à infuser dans les tasses. Le lait devait être versé avant le thé selon certains, après selon d'autres, et cette querelle apparemment futile pouvait donner lieu à des débats passionnés. En Inde, les Britanniques établirent des plantations immenses sur les contreforts de l'Himalaya, dans la région d'Assam et les collines de Darjeeling, transformant des forêts vierges entaillées alignées à perte de vue. Ces plantations employaient des milliers de travailleurs, souvent dans des conditions difficiles, créant de véritables sociétés miniatures avec leur hiérarchie rigide, leurs règlements stricts, leurs traditions propres. Les cueilleuses, presque toujours des femmes, apprenaient dès l'enfance l'art délicat de cueillir seulement les 2 feuilles et le bourgeon du sommet, ce two leaves Ahmedabad qui donnait les thés de la meilleure qualité, le thé de Darjeeling, cultivé à haute altitude dans un climat frais et humide, développait des arômes d'une finesse exceptionnelle, souvent comparés à ceux du muscat, avec des notes florales et fruitées d'une grande complexité. Les plantations s'étagent sur les pentes abruptes, profitant de l'exposition optimale au soleil, protégées des vents violents par des bandes de forêt préservées, irriguées par les pluies abondantes de la mousson. Marcher dans une plantation de Darjeeling au petit matin, quand la brume s'accroche encore aux théiers couverts de rosée, quand les premiers rayons du soleil perçant à travers les nuages accrochés au sommet de l'Himalaya visibles au loin, quand l'air est si pur qu'il semble presque palpable, c'est une expérience qui relie directement le buveur de thé à l'origine même de sa boisson favorite. Dans les déserts d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, le thé prit une toute autre dimension culturelle, devenant le symbole même de l'hospitalité et du lien social. Le thé à la menthe, préparé avec du thé vert de Chine, de la menthe fraîche et une généreuse quantité de sucre, versé de très haut pour créer une mousse abondante, servie dans de petits verres dorés qui brûlent les doigts. Cette boisson devint aussi essentielle à la vie quotidienne que l'eau elle-même, rythmant les journées du matin au soir, accompagnant les conversations, les négociations commerciales, les réunions familiales, les moments de solitude contemplative. Sous les tentes nomades du Sahara, dans les oasis verdoyantes accrochées au désert comme des miracles de vie, dans les médinas animés où les échoppes débordent sur les ruelles étroites, partout le même rituel se répète inlassablement. Un brasero où brûlent quelques morceaux de charbon, une théière de métal brillant posée dessus, les gestes précis et élégants du préparateur qui dose le thé, ajoute l'eau, laisse bouillir, verse un premier verre qu'il rejette dans la théière, ajoute la menthe et le sucre, fait bouillir à nouveau, puis effectue ce versé spectaculaire depuis une hauteur impressionnante qui oxygène le liquide et crée cette mousse si caractéristique. La tradition veut que l'on serve 3 verres successifs, chacun ayant un caractère différent. Le premier verre est amer comme la vie, dit le proverbe, le deuxième est doux comme l'amour, et le troisième est suave comme la mort. Refuser le thé offert serait une insulte grave, car offrir le thé, c'est offrir son hospitalité, son temps, sa présence. On s'assoit ensemble, on discute sans hâte, on laisse le temps s'écouler sans le compter, on savoure ces moments de communion qui sont peut-être ce que la vie humaine a de plus précieux.
En Turquie, le thé se boit toute la journée, dans de minuscules verres en forme de tulipe. Un thé noir corsé et très infusé, servi bouillant avec des morceaux de sucre que l'on croque entre les dents avant de boire. Les maisons de thé, ces saïbas qui jalonnent les rues de chaque ville et village, sont des lieux exclusivement masculins où l'on joue au backgammon, où l'on discute politique, où l'on regarde passer les heures en sirotant verre après verre, le son caractéristique des verres qui s'entrechoquent sur leur soucoupe, le mouvement incessant des serveurs qui circulent entre les tables, le nuage de fumée de cigarettes qui flotte au-dessus de l'assemblée. Tout cela crée une atmosphère unique, un espace de sociabilité masculine qui a traversé les générations pratiquement inchangé. En Russie, le thé arriva par les caravanes qui traversaient les steppes depuis la Mongolie et la Chine. Un voyage de plus d'1 an à travers des contrées désolées et dangereuses. Le thé qui parvenait ainsi à Moscou et Saint-Pétersbourg, fumé par les feux de camp des caravaniers, imprégné des odeurs du voyage, avait acquis un caractère unique que les Russes apprirent à apprécier. Ils le buvaient dans des verres enchâssés dans des supports de métal ouvragés, le sucrant avec de la confiture plutôt qu'avec du sucre ordinaire, l'accompagnant de pâtisseries et de fruits confits. Le samovar, cette urne métallique au cœur chauffé par des braises ardentes, devint le symbole même de l'hospitalité russe. On le maintenait fumant toute la journée, prêt à fournir à tout moment l'eau bouillante nécessaire pour diluer le concentré de thé très fort préparé dans la petite théière posée à son sommet. Le bruit du samovar qui ronfle doucement, la vapeur qui s'échappe par son petit conduit, la chaleur qu'il diffuse dans la pièce en hiver, tout cela créait une présence réconfortante au centre de la vie domestique russe. Revenons maintenant à l'essence même du thé, à ce moment simple et quotidien où l'on se prépare une tasse pour soi-même, loin des cérémonies élaborées et des conventions sociales, dans l'intimité de sa propre cuisine ou de son propre espace de vie. Ce moment où les mains cherchent machinalement la boîte de thé favorite, où les doigts plongent dans les feuilles sèches et en retirent une pincée qui exhale déjà ses promesses aromatiques. Observez ces feuilles un instant avant de les placer dans la théière ou la tasse. Leur forme tordue ou roulée raconte leur transformation, leur couleur révèle leur degré d'oxydation, leur texture au toucher donne des indices sur leur provenance. Certaines sont presque noires et brillantes, d'autres d'un vert profond et mat, d'autres encore montrent des nuances brunes et dorées ou sont parsemées de bourgeons argentés. Chaque feuille est un monde en miniature, contenant toute l'histoire de l'arbre dont elle provient, du sol qui la nourrit, du climat qui l'a formé, des mains qui l'ont cueilli et transformé. Versez maintenant l'eau sur ces feuilles et observez ce qui se passe. Les feuilles sèches et recroquevillées commencent immédiatement à absorber l'eau, à se dérouler lentement comme des créatures endormies qui s'éveillent. Elles dansent un instant dans le tourbillon créé par le versé de l'eau, montent et descendent dans un ballet aquatique hypnotique, puis finissent par se stabiliser, certaines flottant à la surface, d'autres coulant vers le fond. L'eau claire se teinte progressivement, d'abord à peine perceptiblement, puis de plus en plus intensément, prenant une couleur qui peut aller du vert pâle au brun foncé, du doré lumineux au rouge profond, selon le type de thé. Les arômes commencent à se libérer, s'élevant en volutes invisibles, mais ô combien présentes. Fermez les yeux et approchez votre visage de la tasse ou de la théière. Laissez ces vapeurs parfumées caresser votre peau, pénétrer vos narines, éveiller en vous des souvenirs enfouis ou créer de nouvelles associations sensorielles. Un thé vert peut évoquer l'herbe fraîchement coupée, les légumes vapeurs, les algues marines. Un thé noir peut rappeler le pain grillé, le malt, les fruits secs, le cuir, le tabac. Un thé blanc peut suggérer les fleurs blanches, le miel d'acacia, la pêche blanche, la rose. Un oolong peut déployer des notes de fruits tropicaux, de fleurs exotiques, de bois précieux, de pierres chaudes. Le temps d'infusion est crucial et pourtant si souvent négligé. Trop court, et le thé n'aura pas eu le temps de révéler toute sa complexité, restant plat et unidimensionnel. Trop long, et il deviendra astringe, amer, déséquilibré, perdant sa finesse dans une amertume excessive. Chaque thé a son temps optimal, qui peut varier de quelques secondes pour certains thés verts délicats, à plusieurs minutes pour des thés noirs robustes. Apprendre à connaître son thé, à reconnaître le moment exact où il faut arrêter l'infusion,
est un art qui se développe avec la pratique, avec l'attention portée aux sensations, avec la volonté de vraiment être présent à ce moment, plutôt que de le traiter comme une simple tâche utilitaire. Quand vient enfin le moment de boire, ne vous pressez pas. Portez d'abord la tasse ou le bol à votre nez, respirez profondément ces arômes qui ont maintenant atteint leur plein épanouissement, puis laissez le liquide toucher vos lèvres. Sentez sa température, qui devrait être chaude, mais non brûlante, permettant aux papilles de fonctionner pleinement. Prenez une première petite gorgée, laissez-la rouler dans votre bouche, touchant toutes les zones de la langue, le bout qui détecte le sucré, les côtés qui perçoivent l'acide et le salé, l'arrière qui ressent l'amer. Puis avalez lentement et portez attention à la sensation qui perdure, cette persistance aromatique que l'on appelle la longueur en bouche, qui peut durer quelques secondes ou plusieurs minutes selon la qualité du thé. Un bon thé évolue dans la tasse, révélant différentes facettes à mesure qu'il refroidit légèrement. Les notes les plus volatiles se présentent en premier, suivies par les arômes plus profonds et plus stables, puis par les saveurs fondamentales, qui restent même quand la tasse est presque vide. Boire un thé de qualité, c'est assister à une performance, une symphonie de sensations qui se déploie dans le temps, qui demande de l'attention et de la présence. Cette tasse de thé que vous tenez maintenant entre vos mains est le résultat de milliers d'années d'histoire humaine, de découvertes et de perfectionnement, de voyages et d'échanges culturels. Elle contient en elle les forêts anciennes du Yunnan, les monastères zen du Japon, les plantations himalayennes, les salons victoriens, les tentes sahariennes, les samovars russes. Elle est un pont entre le passé et le présent, entre l'Orient et l'Occident, entre la nature et la culture, et pourtant, dans sa simplicité quotidienne, elle reste accessible, démocratique, offerte à tous ceux qui prennent le temps de la préparer et de la savourer. Le thé nous enseigne la patience, car il ne peut être précipité. Il nous enseigne l'attention, car ses subtilités se révèlent seulement à qui sait les chercher. Il nous enseigne la gratitude, car il nous rappelle que même les plaisirs les plus simples sont le fruit d'un long processus impliquant la nature, le travail humain et l'héritage des générations passées. Il nous enseigne enfin la présence, car il nous invite à faire une pause dans le flux incessant de nos activités, à créer un moment hors du temps, un îlot de tranquillité dans l'océan tumultueux de la vie moderne. Alors que cette histoire touche à sa fin, que votre corps s'enfonce encore un peu plus profondément dans le confort de votre lit, que vos paupières deviennent si lourdes qu'elles ne demandent plus qu'à rester closes. Emportez avec vous ces images de feuilles qui dansent dans l'eau, de vapeurs parfumées qui s'élèvent en volutes, de moments de paix partagés autour d'une tasse fumante. Laissez le sommeil venir naturellement, comme une infusion qui a atteint son point de perfection, douce et enveloppante, vous emmenant vers des rêves paisibles, ou peut-être vous marcherez dans des jardins de thé brumeux, où vous entendrez le murmure de l'eau qui frémit, où vous goûterez à l'essence même de la sérénité. Bonne nuit, et que vos rêves soient aussi doux et réconfortants qu'une tasse de thé parfaitement préparée.